Bonjour tout le monde. Antoine Bédard, directeur principal de l'assistance aux clientèles pour l'Autorité. Je dis souvent que j'ai le bonheur de probablement faire le plus beau job dans la Ville de Québec, c'est-à-dire d'assister l'ensemble des consommateurs qui vivent des difficultés avec nos services d'assistance. Nos services d'assistance qui regroupent à la fois un aspect très, très informatif, centre d'information, traitement des plaintes, fonds d'indemnisation. Vous avez entendu parler du fonds d'indemnisation tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'avoir la responsabilité du fonds d'indemnisation. Et aussi, plus récemment, puis on aura l'occasion d'en reparler, du pourquoi surtout. Donc, l'éducation financière, ce rôle de sensibilisation-là, si important en ouverture préalable. Je suis tout à fait conscient que je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail et le réseautage. Donc, je vais essayer de me faire le plus pertinent possible, le plus bref possible dans mon propos, de faire en sorte que vous soyez à même d'avancer et puis de pouvoir profiter aussi du restant de la soirée. J'ai décidé de nous faire réfléchir puis de nous reporter un peu, puis je me suis dit de revenir moi aussi dans mon alma mater. Ça m'a ramené dans une cause un peu académique, puis de vous parler du grand Socrate qui a dit que ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation. Puis ce qu'on constate, nous, de notre côté, à l'Autorité des marchés financiers, c'est vraiment une transformation importante des marchés financiers. Et puis, je pense que c'est important pour nous, pour l'ensemble des acteurs, la réglementation, ainsi que les services d'assistance, d'évoluer, de s'adapter à ces nouvelles réalités-là pour faire en sorte qu'on soit capable de suivre la parade. J'avais une discussion tout à l'heure à la pause. On a parlé de crypto-monnaie, on a parlé de crypto-actifs, on a parlé beaucoup de phénomènes en émergence. Dans la conférence d'entrée de jeu, professeur Crête nous parlait de l'intermédiation, de la disparité puis de l'asymétrie d'information. Puis malheureusement, je me plais à dire que tout l'ensemble de ces changements-là amène une asymétrie qui n'en est qu'amplifiée. Elle est amplifiée parce que la façon de consommer des produits-services financiers change et est modifiée par différentes façons. Fait, bon, bien confiant qu'on soit des hommes avec une grande faculté d'adaptation, donc on va pouvoir être capable d'avancer de notre côté. Comme je vous disais, un monde en plein changement. J'ai déposé ce petit nuage de mots-là juste pour vous faire réfléchir quelques endroits à qu'est-ce qui se passe. On a parlé de crypto-actifs, des applications pour investir. On investit et puis ma collègue Claudine Bienvenue parlait tout à l'heure des courtiers escompteurs qui ont connu une forte hausse durant la pandémie. C'est quelque chose qu'on constate de notre côté aussi, du côté du traitement des plaintes. C'est quelque chose qui avance. On parlera aussi de plus en plus du phénomène de ludification. N'en convient plus d'investir simplement et de faire de l'argent. Il faut que ça soit le fun aussi en même temps. On est dans une génération de plaisir. Il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit le fun. Donc, ces applications-là, cette nouvelle façon de consommer-là amène son lot d'informations. J'attire votre attention sur une chose sur un point de réflexion qui est particulièrement intéressant. Finfluencer, vous n'avez peut-être pas entendu le néologisme, les influenceurs à caractère financier. Aujourd'hui, on peut être un influenceur financier de façon un peu trop rapide. On peut être disponible, que ce soit sur une plateforme très, très rapide, conseiller, donner des conseils de matière généraux qui sont permis, mais qui amènent quand même une certaine disparité dans le schéma de consommation. Je me plais à penser à mes jeunes ados de 16 ans qui sont dans le fond de leur sous-sol, puis qui scrollent TikTok tous les soirs, puis qui reçoivent des conseils financiers qui sont des fois avisés ou pas tout à fait avisés. Puis quand on parlait de protection tout à l'heure, puis de dire à quel point est-ce qu'il y avait de la disparité, là, parlez-moi de disparité entre un 15 secondes TikTok et des ados de 16 ans qui ont à peine un cours d'éducation financière au secondaire. Parlez-moi de disparité puis de problématiques en assistance puis d'accompagnement de ces futurs épargnants-là. Ça reste des questions qui sont importantes. On a vu, et puis je ne passe pas sous silence non plus, un intérêt grandissant pour l'investissement autonome. Tout près de 42 % des consommateurs ont déjà indiqué dans un sondage qu'on a fait avoir fait affaire de façon autonome pour acheter un produit, service financier. On va parler tout à l'heure, il y avait une question fort opportune sur la distribution de produits, la distribution sans représentant en assurance, mais elle existe en quelque sorte aussi du côté de l'investissement et de plus en plus. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose, soit dit en passant, mais ça doit être fait d'une bonne façon. Mais ce qui me préoccupe le plus, par contre, c'est quand on regarde les études les études de la FINRA qui disent que la moitié de ces gens-là ont moins de 45 ans et disposent d'une littératie financière qui est faible. C'est préoccupant.
C'est préoccupant dans une commune mesure parce que c'est de voir des gens être en proie à se faire proposer différents services. Et encore là, en agrandissant cette disparité-là entre le conseiller, si je peux dire, machine et l'investisseur, demeure une problématique. On en voit. On a des gens qui nous appellent pour ça. On a des gens qui nous appellent puis qui ne comprennent pas. Puis ça fait partie des choses sur lesquelles on veut se concentrer puis pour lesquelles on a des priorités dans la prochaine année. Je vous ai parlé de ludification. Pour moi, un phénomène grandissant, un phénomène plus ou moins préoccupant, mais qui nous amène une réflexion. Je veux dire, produit ici, puis je l'ai shippé, il ne faut pas le dire, professeur Marcus Zoican, un homologue collègue à vous, ontarien, a produit récemment une étude sur la ludification pour savoir quels étaient les impacts. Et ce graphique-là, je le trouvais parlant. Je vais vous le reproduire ici pour vous dire qu'en fait, les gens qui investissent avec leur smartphone ou téléphone intelligent, vous m'excuserez, il est inscrit smartphone, sous-performent de façon significative les gens qui investissent de façon plus théorique ou de façon plus réfléchie. Acheter des actions en attendant à l'autobus ou en étant à la salle de bain, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. C'est ce qu'on est en train de se dire. Tu sais, la ludification, cette façon de consommer qui nous donne des confettis virtuels ou qui nous donne j'allais dire des rewards, vous m'excuserez l'anglicisme, des badges, des félicitations pour avoir transigé. On est dans un monde où maintenant, les barrières à l'entrée de l'investissement sont vraiment moindres. Aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez entendu parler de l'application Robinhood qui a fait fureur. Robinhood, c'est des transactions sans frais. Au préalable, on parlait de ça. Transiger en bourse, c'était pour le commun des mortels quelque chose de compliqué. Il fallait payer des transactions, commissions à l'appui. Ce n'était pas accessible à toutes les bourses. Aujourd'hui, dans le confort de notre pyjama, on peut faire des transactions sans frais. Ça peut amener un nombre de transactions important, puis d'arrêter de se poser des bonnes questions au bon moment. Donc, la ludification, oui, c'est un phénomène qui est important, c'est un phénomène qui est grandissant. Les gens nous appellent au même principe et nous posent des questions à cet égard-là. Oui, mais moi, j'ai eu ça, puis là, j'ai reçu ça, je pensais que je faisais la bonne chose. Vous êtes en train de me dire que je ne fais pas la bonne chose? Ouais, non, tu sais, pas parce que vous avez eu un bravo virtuel avec un petit emoji, tu sais, que c'est la bonne chose. Donc, la ludification demeure un phénomène préoccupant. Les plaintes sont en augmentation et c'est une bonne chose. Vous allez me dire, ouais, OK, ouais, pourquoi? Tu sais? Les plaintes sont en augmentation. Je veux dire, produit ici le nombre de plaintes qu'on traite à l'autorité. Je fais un pas de recul, je vous explique un peu en quoi consistent les services de traitement des plaintes de l'autorité. Le service de traitement des plaintes, à la base, c'est un service de réexamen. Donc, dans le format usuel, je suis un plaignant, j'ai une plainte, je la porte d'abord, c'est l'assujetti. L'assujetti traite ma plainte, me fournit une réponse finale. Laquelle je suis d'accord ou pas avec. Quand je ne suis pas d'accord, je peux me tourner vers l'autorité, demander le transfert de mon dossier auprès de l'autorité, puis à ce moment-là, et ça pour tout type de produit, que ce soit assurance ou investissement, ça demeure des services qui sont disponibles. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était compliqué. C'est compliqué de porter plainte. On l'a vu à plusieurs reprises au courant de la journée. Professeur Poonam Puri en a reparlé de façon importante. Il nous a dit, tu sais, à quel point est-ce que les gens étaient vulnérables face à déposer une plainte, à quel point est-ce que les gens avaient de la difficulté à déposer une plainte. Donc, on a travaillé de façon importante à rendre ce service-là plus accessible. On a voulu travailler en favorisant l'accompagnement des plaignants. Donc, depuis ces années-là, depuis que vous voyez que c'est en augmentation, oui, on a essayé de baisser les barrières à l'entrée à l'autorité. On a essayé de vouloir simplifier ça. Puis, je trouvais ça le fun d'avoir mon collègue Francis qui est avec moi. Francis, il a travaillé avec nous avant de passer du côté obscur de la force, là. Francis, il était du bon côté, puis il travaillait avec nous sur ça, l'accessibilité. Fait que quand vous l'avez entendu parler tout à l'heure d'accessibilité, il y a un petit peu de Francis là-dedans. Donc, merci Francis dans tout ça. Donc, on a travaillé beaucoup dans l'accompagnement. On a travaillé beaucoup d'en faire en sorte que notre centre d'information soit capable d'accompagner, de poser des bonnes questions, d'accompagner. Moi, j'ai une plainte à déposer. Comment je fais? Vous pouvez la déposer verbalement avec nous. Tu sais, c'est quand même le fun. Les gens sont capables maintenant, tu sais, s'ils ont des difficultés, puis s'ils ont un niveau de littératie qui est moindre, de déposer une plainte de façon verbale. On se plaît à dire que c'est ça aussi un peu l'accès au droit à la justice, tu sais, quand on parle de plaignants puis de protection des épargnants. C'est d'être capable de faire une différence puis d'offrir un règlement plus simple de ces plaintes-là avec des gens.
On a simplifié nos formulaires. On est des juristes à l'autorité, on aime ça, nommer les choses. On avait un formulaire de plainte, un formulaire de signalement, un formulaire de dénonciation. On a tout mis ça dans le même canis, on a appelé ça un formulaire de plainte. Ça a l'air niaiseux, mais depuis ce temps-là, on a plus de plaintes. Puis là, maintenant, il faut les traiter, mais c'est quelque chose qui va bien. La prochaine diapositive en est une très, très positive. Mais comme vous voyez, ça, c'est la bonne histoire. On a un taux de résolution qui est positif et en hausse à la fois. Donc, on accompagne plus, on est présent de façon plus rapide dans le processus, mais aussi on a un taux de résolution. Bon, c'est pas parfait, vous allez me dire, wow, 87 il y a juste 13 des gens, il y a malheureusement des gens pour qui on ne peut pas offrir nos services. Puis à ce moment-là, on n'est pas capable de les offrir. Mais lorsqu'on décide de les offrir et puis de s'investir dans le traitement d'un dossier, dans 87 des cas, on est capable d'aller soit concilier un règlement ou d'entrer en médiation et puis d'arriver à une bonne résolution. Je regardais les cas présentés par le professeur Pourri tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on fait. Un peu la même chose. Des dossiers simples, des petits 3 4 000 $, des dossiers pour lesquels les gens sont pas au bon endroit. On a une équipe fantastique de gens qui sont là, qui écoutent les gens, qui passent beaucoup de temps. Bon, mes supérieurs vous diraient, Antoine, comment tu vas faire pour, avec le même nombre de personnes, traiter un nombre de plaintes de 2000 personnes? Là? Ben, ça, c'est un autre dossier, on va finir par y arriver. Mais un peu, j'ai l'impression qu'on fait la bonne chose. Plus on traite de plaintes, plus on a de plaintes, plus on est à la bonne place, plus on est accessible, plus on résout des problématiques. Donc, c'est franchement une bonne nouvelle. Une offre d'assistance qui est en constante évolution. On n'a pas simplement notre centre de traitement des plaintes puis notre centre d'information comme outil. On a toutes sortes d'autres outils. Puis je vois mes collègues aujourd'hui qui sont ici en grand nombre, qui travaillent sur des projets de réglementation ambitieux. On a parlé du règlement sur le traitement des plaintes. Je pense que c'est Martin qui en parlait ce matin comme étant un outil avant-gardiste pour lequel on est allé en consultation. Je me plais à penser que c'est un peu aussi quelque chose qui nous permet d'évoluer. Je me plais à penser que c'est quelque chose qui nous amène au bon endroit. Un règlement sur le traitement des plaintes de façon ambitieuse. Vous savez ce que ça contient, ce règlement sur le traitement des plaintes-là? Ça contient la possibilité puis l'obligation pour la société d'analyser ces plaintes. Puis je fais du parallèle sur ce que Francis nous disait tout à l'heure. Francis nous disait, c'est important de se poser des questions, d'écouter la première ligne, de valider ses comment. Même principe. C'est important d'écouter nos plaintes, c'est important de regarder nos plaintes, puis c'est important quand on est un dirigeant d'entreprise. Je fais encore une fois un lien avec les responsabilités importantes telles que Cynthia nous le présentait sur les dirigeants, que les dirigeants se posent des questions-là puis soient imputables du traitement de ces plaintes-là. Puis ce règlement-là va nous mettre à l'avant-garde puis va les amener à avoir l'obligation de revoir ça. Donc, c'est vraiment des choses, des outils qui sont intéressants. Une définition élargie de la plainte. C'est comme on a fait un peu à l'autorité en mettant tout un peu dans le même caniveau. On veut être capable d'élargir pour faire en sorte que l'insatisfaction soit le facteur déclencheur d'une plainte, puis de faire en sorte qu'on soit capable de pouvoir traiter chacune des insatisfactions avec le même mécanisme robuste du côté du traitement des plaintes. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à faire une différence collective puis à augmenter la protection des épargnants. Formulaire unique en ligne, je n'y reviendrai pas, c'est quelque chose qu'on vous a parlé, et l'accompagnement facilitateur de traitement de la plainte chez l'assujetti aussi. Maintenant, là, les gens veulent déposer des plaintes. Des fois, ça nous arrive, là, avant même que ça commence, là, on est à 24-48 heures là, du différend qui vient de se créer. On prend le téléphone, on appelle l'assujetti, on essaye de connecter des petites affaires. Dans notre jargon, on appelle ça des plaintes fast. On a d'ailleurs créé, au sein de nos équipes, une équipe d'évaluation puis d'analyse de premier niveau. Cette équipe-là d'analyse puis de premier niveau, là, pas ceux-là qui vont faire les plaintes plus complexes en assurance invalidité puis en assurance de personnes, non. Ce sont les gens qui vont résoudre ces choses-là de façon rapide parce que tout ce qui traîne se salit. C'est la même chose dans le traitement puis dans la résolution des différends. On veut éviter d'avoir une résolution compliquée puis de faire en sorte que ça aille plus loin de ce côté-là. Donc, un accompagnement qui va nous faciliter le traitement. On a aussi, puis ça c'est un beau rêve sur lequel on travaille, des travaux pour un processus alternatif. On parlait de l'importance de s'adresser puis de l'apport de la technologie. Puis oui, dans la résolution des différends, il y a aussi un endroit qui est important, je pense, pour l'apport de la technologie. Puis on se plaît à réfléchir. On a un projet qui est en cours en réflexion avec le Centre québécois en expertise numérique pour le développement d'une solution de médiation en ligne. Parce que appeler au téléphone, 22, 23 ans, je ne suis pas sûr qu'on les rejoint. Je pense que ça prend des façons plus simples d'être capable de régler ça. Puis des fois, il y a des gens qui veulent être autonomes dans le règlement de leurs différends. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui veulent être accompagnés. Il y a des gens de « donne-moi les outils, donne-moi ça ». Puis une plateforme de médiation en ligne, qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait en fait de mettre en connexion un assujetti et un plaignant
pour les faire discuter dans un environnement virtuel supervisé par l'autorité, où on se plaît à dire que si jamais la discussion ne se passe pas bien ou s'envenime, à ce moment-là, on est capable d'être proche et puis de venir essayer de dénouer, si je peux dire, cette petite impasse-là. Donc, ça fait partie des services qu'on contemple offrir au courant des prochaines années et pour lesquels on veut, avec lesquels on va avancer. Une offre d'assistance intégrée. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le bonheur d'avoir le meilleur job de la Ville de Québec, donc de travailler, et puis merci, d'être directeur principal de l'assistance aux clientèles, et puis d'avoir à mettre sur pied une équipe d'assistance intégrée. On a décidé, dans ce grand rouage-là, d'entrer puis d'imbriquer l'éducation financière. L'éducation financière, c'est une partie intégrante de notre travail. Je me plais souvent à dire que l'éducation financière, c'est simplement de l'assistance, mais avec un porte-voix, où on parle à plusieurs personnes en même temps, plutôt que de parler avec une seule et unique personne. On parlait tout à l'heure, puis je ne me rappelle pas qui faisait référence à ça, où je pense que c'est un avis des ACVM, je pense que c'est Martin qui a fait référence sur la question des efforts de sensibilisation qui doivent être au cœur de la protection des épargnants. On y souscrit aussi. La venue de ça, l'éducation financière chez nous, c'était quelque chose qui était vu comme un organe de communication. On a décidé de ramener ça, on a décidé d'imbriquer ça au sein de l'assistance pour avoir une assistante qui est pertinente, directement branchée sur des données réelles. On veut faire l'utilisation de nos données. On a l'occasion d'avoir un système de rapport de plainte qui nous amène l'ensemble des plaintes vécues par les assujettis québécois. On veut prendre ça et être capable de faire de l'éducation financière au bon moment. Il est révolu le temps où l'éducation financière, c'était une encyclopédie. De toute façon, puis quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Francis qui l'a dit, personne n'a le goût d'appeler son assureur, personne n'a le goût non plus de s'asseoir un samedi matin puis d'apprendre son éducation financière. Et puis, vous le verrez sous peu, l'autorité aura l'occasion de publier un rapport de recherche en partenariat avec le groupe de recherche Adage. J'ai vu Maya tout à l'heure. Et puis, ce à quoi on fait référence, c'est l'immédiatement utile et non pas le théorique. T'sais. Des outils basés sur des choses réelles, des calculateurs, des choses que, quand je suis en train de magasiner, je suis capable d'aller valider. On vient d'en livrer un, tout nouveau, tout beau, là, je vous invite à aller le constater, l'impact, le calcul, l'impact des frais d'investissement sur votre rendement. T'sais. Puis ça, je me plais à dire que si on utilise ces calculateurs-là avant le temps puis qu'on se rend compte c'est quoi l'impact des frais de gestion, bien, à un moment donné, quand on arrive à une problématique de frais de gestion dans 4-5 ans, le poisson, il sent un peu moins bon, parce qu'il sent un peu meilleur, parce qu'on ne l'a pas laissé traîner, puis on a fait en sorte qu'on a pu travailler, puis travailler en préalable, puis de vérifier un peu comment est-ce que ça fonctionnait de cette façon-là. Donc, des produits en éducation financière qui sont bang-on à l'endroit où on consomme. Il y a eu des initiatives réglementaires qui sont très, très proches de cette philosophie-là. On n'a qu'à penser qu'à l'aperçu du fonds qui a été développé, document qui est remis à la consultation au point de vente, un document excessivement pertinent pour amener les gens à être éduqués au bon moment quand ils sont en train de faire la discussion et non pas simplement dans un moment plus théorique. Donc, innover, c'est une nécessité en éducation financière. Outiller les investisseurs autonomes. On a revu au courant des dernières années, on a investi beaucoup de temps sur donner, si je peux dire, un how-to ou un comment faire l'investissement autonome. Bien entendu, on ne va pas faire de recommandations. Là, on va laisser ça aux Wall Street Bets de ce monde, à Reddit et puis à nos influenceurs. Non, je blague. Mais en fait, je veux simplement vous dire ça demeure une priorité pour l'autorité de travailler à accompagner en éducation financière ces investisseurs autonomes-là. Joindre les consommateurs où ils le sont. On a décidé dans la dernière année d'aller à la rencontre des jeunes. On a créé un compte TikTok. Tu sais. Mes enfants étaient bien énervés quand je leur ai dit ça. Ils pensaient que papa allait danser. Tu sais, j'ai pas dansé. On a décidé quand même de pouvoir se battre à armes égales entre les influenceurs financiers et les jeunes, tu sais, qui étaient là. Donc, on voulait leur parler des risques de la crypto. C'est une bonne chose. Les jeunes nous parlent de crypto, c'est une bonne chose. Ça amène une discussion en bas âge sur l'éducation financière. Mais en même temps, je pense que c'est important de leur faire valoir et d'être sur leur terrain et puis de parler de ce côté-là. En terminant, le laboratoire. Je me permets d'une petite portion pour parler aussi du laboratoire duquel on est partenaire puis on est très, très content. C'est un outil aussi qu'on voit de notre côté. Puis on a parlé beaucoup de tout ça. Je pense que l'établissement d'une clinique ici à l'université, l'autorité voit ça d'un très bon œil. Plus il va y avoir de gens pour accompagner. Vous l'avez vu tout à l'heure, je pense que la démonstration empirique du professeur Puri a été faite sur les bénéfices
de la clinique. Puis quand on voit ça de la perspective de l'autorité, de se donner puis d'ajouter des gens qui vont être prêts à nous accompagner à faire la bonne chose et puis à accompagner les gens à soumettre ça, ça demeure pas moins quelque chose puis une vision d'avenir, je pense que le professeur Duclos met de l'avant puis pour laquelle on est vraiment intéressé de travailler de ce côté-là. Donc, en conclusion, des portes d'entrée qui ont été multipliées, une accessibilité qui a été augmentée, ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé, puis on se plaît à dire qu'on fait une meilleure différence de ce côté-là. Fait que je vous remercie, je vous laisse aller. C'était la dernière étape entre le cocktail et le réseautage. Je pense que ça va faire plaisir. Oui, petit mot de la fin, je te laisse ça aller.